suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que la politique, ce sont des choix, déjà, et que quand on parle d'austérité nationale, effectivement, c'est un fait, sauf que ce n'est pas les élections régionales qui vont changer cette austérité nationale, mais par contre, ces élections régionales vont pouvoir changer les priorités que la gouvernance de la région va donner. Du coup, dans cet accès aux droits et au soutien aux associations, afin d'aider les personnes vulnérables, on parle ici comme pour personnes vulnérables des femmes victimes de violences conjugales ou autres, des jeunes en rupture familiale, notamment due à leur orientation sexuelle, de personnes exposées au VIH, de personnes ayant subi des discriminations en vertu de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur origine, etc. La liste n'est pas exhaustive. Il existe dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, comme partout en France, des associations de terrain travaillant sur ces thématiques, notamment en matière d'accueil de personnes fragilisées, de soutien aux victimes engagées dans un contentieux, de médiation humaine, de promotion de l'égalité, de lutte contre les discriminations et de prévention. J'aurais aimé avoir vos réflexions sur deux leviers auxquels nous avons réfléchi en fait pour aider ces associations. Ces associations ont des besoins de subventions, on parlait tout à l'heure, et de personnel. J'aimerais vos réflexions sur le fait que la région pourrait mettre en place un dispositif d'emploi associatif aidé afin de donner aux associations les moyens d'accomplir leurs tâches en fait. Ça se fait déjà en région Rhône-Centre-Val-de-Loire avec le CAPASSO. Donc c'est pour permettre au secteur associatif de développer des services de qualité, des projets viables et pérennes porteurs d'emploi en offrant à des personnes et notamment des jeunes de notre région un emploi à contrat à durée indéterminée. Donc ça, j'aimerais effectivement avoir votre avis là-dessus. Et le deuxième, c'est pour pérenniser les subventions, une fois qu'on a fait le choix de donner des subventions ou de ne pas en donner, par rapport aux grandes priorités de la région, en fait. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de pouvoir pérenniser ces subventions pour ne plus faire des conventions annuelles, mais des conventions notamment triennales ou quelque chose un peu de ce style-là, pour pas que les associations aient chaque année à remplir les mêmes dossiers, pour que les associations puissent avoir des projets non pas que à court terme, mais à moyen et long terme, puisque vos mandats sont quand même assez longs, par rapport à une subvention d'un an. Donc voilà, j'aurais aimé avoir vos ressentis sur ces sujets. Merci. Du coup, on va commencer. Je pense qu'il n'y a pas de ce gros sujet. Alors moi j'ai un vrai débat par contre. Je ne suis pas certain que l'intérêt de la région et des associations, ce soit que la région crée des emplois aidés et uniquement un dispositif d'emploi aidé pour accompagner les associations. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi, tout secteur confondu en Auvergne-Rhône-Alpes, que les associations, c'est 240 000 emplois. Donc c'est pas rien, qu'elles sont particulièrement en danger pour un certain nombre d'entre elles. Je mets beaucoup d'associations dans le même sac, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font de la formation, de l'information, de l'éducation, de l'accompagnement, etc., sans être obligatoirement des associations militantes. Il y a aussi des associations généralistes. Moi j'ai travaillé longtemps dans des centres sociaux, dans une ancienne vie, et je sais comment les centres sociaux participent aussi à ces actions de lutte contre les discriminations et de formation, d'information et d'accompagnement des victimes, etc. etc. Donc je crois que c'est un enjeu essentiel de la politique de la région. Je pense même qu'on peut le poser sous la forme les associations rendent un service public, que les collectivités territoriales ne rendent pas directement. Et donc la région délègue à ces associations la capacité de rendre ce service public et donc le paye. Le paye sous la forme, évidemment pour moi, d'un contrat pluriannuel, triennal c'est le minimum, qui est un contrat d'assurance, puisque vous rendez un service public, puisqu'on est d'accord sur les missions de service public que vous rendez en matière de prévention, d'information, d'accompagnement, etc. Nous payons, nous, sous la forme d'une subvention. Après, c'est à l'association d'être indépendante et de dire je prends un emploi, deux emplois, un emploi de telle qualité ou deux emplois d'un salaire un peu moindre. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas à la région de dire c'est un emploi, puis souvent les emplois aidés, c'est pas des emplois obligatoirement très qualifiés ou très bien payés. Donc c'est plutôt ma vision des choses par rapport au service public. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi ça va un peu avec, pour au moins une partie des associations concernées. Les associations ont besoin de subventions et de moyens pour vivre. Elles ont besoin aussi de lieux, de locaux, ce qui coûte aussi parfois cher, et puis d'un peu de coordination entre elles, parce qu'il y a beaucoup d'associations
là vous êtes quatre associations, même si on pourrait en rajouter une cinquième, qui ne s'est pas associée mais qui aurait pu participer. Je crois que cette collaboration, elle doit être non pas institutionnalisée, mais favorisée par des moyens. C'était un peu le projet du pôle régional de prévention santé, c'est de mettre dans un même lieu toutes les associations à l'échelon régional qui travaillaient dans la même dynamique pour qu'elles puissent mutualiser des moyens, mutualiser des locaux et collaborer ensemble pour monter des projets communs, parce que c'est ça aussi l'intérêt par rapport à la taille de la région. Il y a parfois des petites associations qui ont besoin d'être plusieurs pour répondre à ces missions de service public et pour être à la hauteur. Donc je pense que c'est un vrai enjeu d'aller dans ce sens-là. Et puis il y a, alors je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler maintenant, mais du coup j'en parle maintenant. Moi j'ai l'impression qu'on n'a pas ouvert le débat et en même temps j'ai envie qu'on ouvre, parce qu'il a plus ou moins été ouvert il y a quelques mois puis refermé assez vite sous la pression de la rue. Alors peut-être c'est pas l'accompagnement de victimes, etc., mais dans le cadre de l'égalité des droits, pour moi ça me paraît important, qui est celui de l'accès à la PMA. Je ne l'ai pas dit en début, j'aurais dû, excusez-moi, je suis professionnel de santé, je suis infirmier à domicile, libéral depuis 25 ans maintenant, j'ai un cabinet pas bien loin d'ici, au Nain, et j'ai continué de travailler pendant l'exercice de mes mandats, je vous ai dit aussi que j'étais élu régional depuis 2004, et je pratique la procréation médicale assistée depuis une bonne quinzaine d'années, assez régulièrement, je ne dis pas que c'est le quotidien, mais ça m'arrive assez régulièrement. Et moi j'ai vraiment envie de défendre que c'est une question d'égalité des droits, cet accès à la PMA. Et donc bon, comme je sais que c'est un sujet, et un sujet certes qui n'est pas de compétence régionale, on est d'accord, mais qui a fait un gros débat sociétal ces derniers mois, je voulais vous dire ça en conclusion de mon intervention sur la question qui était posée. Du coup je vais être obligée de parler de PMA, mais ça me va très bien aussi. Je crois qu'effectivement, même si là on n'est pas sur des questions qui dépendent directement de la compétence région, il est important que nous, les élus, conseillers régionaux, et voilà, on puisse aussi, et on a pris part au débat. On a pris part au débat sur le droit au mariage pour tous et à l'adoption pour tous. Le président de région s'est positionné. Pour ma part, je vais le dire, je suis aussi favorable à la PMA pour toutes les femmes. Je pense, et voilà, je vais le dire clairement, je pense qu'il est dommage que le gouvernement ait laissé, pour des raisons que je peux entendre, mais que je ne partage pas, ces questions-là, comme celle d'ailleurs, ça n'a pas vraiment rapport avec ce soir, mais c'est important de le dire aussi, du droit de vote des étrangers aux élections locales. Je pense que, voilà, pour un gouvernement de gauche, il est dommage qu'on n'ait pas remis ces deux questions sur la table. Donc, pour revenir maintenant sur votre question autour de l'emploi associatif, je ne reviens pas sur tout ce qu'on fait déjà, sur les appels à projets autour de la lutte contre les discriminations, sur les conventions que nous avons avec les associations et les grands réseaux. Je rencontrais cet après-midi même le CRAGEP, le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, et le mouvement associatif, donc qui est le nouveau nom de la coordination permanente des conférences associatives. Donc en fait, c'est les grands réseaux qui représentent l'ensemble des associations sur l'ensemble des territoires, et qui sont des interlocuteurs de la région, avec qui nous discutons notamment au sein du comité régional de la vie associative. Ils nous ont dit deux choses. Ils nous ont dit bravo pour, et c'est pas forcément nous, moi, en tout cas le PRG ou notre liste qui l'a mis en place, c'est quelque chose de collectif. Bravo ce que vous avez fait autour de la vie associative et d'éducation populaire et de la jeunesse sur des conventions pluriannuelles d'objectifs. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que vous puissiez les développer sur les autres délégations, la santé, l'environnement, la montagne. Donc je crois que c'est quelque chose auquel effectivement il faut qu'on s'attelle. Aujourd'hui, nous avons des conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations jeunesse, éducation populaire et associative. Bon, c'est quand même il y a quand même de nombreux réseaux, dont par exemple l'association dont on parlait tout à l'heure, la FED, qui a ces CPO, mais je crois qu'effectivement il faut vraiment qu'on stabilise cette vie associative. Il faut que vous soyez rassurés. Je vous ai dit tout à l'heure que nos mandats sont longs, ils sont très courts quand on voit tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on aurait pu faire encore. Mais en tout cas pour vous, il faut qu'on stabilise au moins ça pour 3 ans, que vous ayez une visibilité sur quel va être le soutien de la région.
Et sur les simplifications administratives, alors ça c'est dans le cadre de cette campagne que je rencontre aussi, de l'artisan jusqu'aux grosses associations, il faut qu'on réussisse au sein de la région, et ça je le dis vraiment, il faut qu'on réussisse à simplifier les choses. Vraiment, il y a des choses qui sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'on vous demande, c'est pas les mêmes calendriers selon les services. Et ça, vraiment, c'est une question qui dépend vraiment pas forcément aussi des élus, c'est des habitudes de travail aussi en interne dans les services. Il faut qu'on réussisse à simplifier à la fois le dépôt pour vous. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on vous demande 1000 fois de vous demander vos statuts, enfin voilà, en plus c'est toujours la même chose. Je pense qu'on pourrait aussi créer un guichet, enfin c'est un des engagements de notre liste, l'histoire d'un guichet unique associatif qui vous permet d'avoir une seule porte d'entrée à la région et que chaque délégation qui potentiellement avec qui vous êtes en contact ne vous demande pas à la fois la même demande, les bilans, etc. Je sais que vous y passez beaucoup de temps. Je suis aussi un salarié, j'ai encore une petite activité, je suis salarié du monde associatif, à temps très, très réduit aujourd'hui, mais je sais que parfois je me disais, mais je suis en train de passer des heures et des heures à remplir un dossier pour 2000 €, ça n'a aucun sens, je coûte plus cher au final sur mon temps de travail que sur la subvention qu'on va toucher. Ça, il faut vraiment qu'on réussisse à simplifier ça. Voilà, c'est quelque chose qui est... voilà. Et je pense qu'avec la région verte, ça sera encore... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on simplifie, sinon ça va devenir... très compliqué et puis on perd du temps, on perd l'énergie, on perd la volonté sur des projets sur lesquels voilà, on n'a pas de... Sur le soutien à l'emploi, je vous en ai parlé, le SPPA, soutien pluriannuel aux projets associatifs, on a choisi de soutenir des emplois de qualité, on a soutenu 93 projets aujourd'hui, c'est 45 000 € sur 3 ans et je crois qu'on n'a pas encore assez de recul sur ce SPPA qui était porté par la délégation vie associative. Moi, je sais au sein du comité, ce qu'on a remarqué sur ce soutien à l'emploi de qualité, puisque justement pour rejoindre Blanchard, on ne voulait pas être sur du contrat aidé par la région. On voulait vraiment être sur comment est-ce qu'on pérennise des emplois de qualité dans les associations. C'est vrai on en a soutenu 93, il faut qu'on prenne le temps de l'évaluer, d'en faire le bilan, pour voir si c'est effectivement le bon système pour soutenir les associations au quotidien. Voilà, je m'arrête là. Ouais, donc moi, il y a 3 points sur lesquels je vais revenir. D'abord, sur la question des associations, je crois que c'était l'objet d'un point du questionnaire d'ailleurs. Nous, on est complètement favorable aux conventions pluriannuelles parce que il nous semble quand même que... Alors, d'abord, je ne sais pas si on sera en capacité de diminuer les quantités d'informations demandées, etc. Parce qu'il faut quand même rappeler que les règles de financement des associations ont été considérablement alourdies aussi suite à un certain nombre de scandales, d'associations cash-sex, etc. Revenir en arrière là-dessus paraît un peu complexe. Par contre, ce qui est complètement illogique, c'est qu'un choix politique, une majorité politique puisse évoluer d'une année à l'autre de manière extrêmement inconstante et toujours sur la même logique, c'est-à-dire que oui, faire de la politique, c'est faire des choix. Mais d'une année sur l'autre, il n'y a pas de logique à faire des choix différents. C'est plus des choix, c'est de la gestion. Voilà, on modifie les curseurs. Bon. La réalité sur la vie des associations, c'est qu'une association qui fait de l'hébergement d'urgence, par exemple, passé le 31 décembre, on fout dehors la moitié des gens parce qu'on n'a plus de subventions, etc. Ça n'a aucune espèce de cohérence. Et pour ce qui nous concerne, encore une fois, on revient à la logique de l'humain d'abord, c'est-à-dire les besoins d'abord. Si on estime qu'une association correspond à un besoin, alors oui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'engager à minima politiquement dans une convention. Est-ce que ça aura une valeur légale? Est-ce que ça se permettra de se débarrasser des procédures? Honnêtement, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, au moins pour que l'association puisse se projeter sur 5 ans, enfin la durée du mandat, ou éventuellement plus, pourquoi pas. Après tout, pareil, on peut imaginer aussi que on ose impliquer d'autres, et puis ma foi, s'ils veulent remettre en cause des choses, eh ben, qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, je ne vois pas de logique à maintenir un système de remise à zéro annuelle. Ça ne peut évidemment pas s'appliquer à l'ensemble des projets associatifs, etc. Mais enfin, il y a un certain nombre d'associations et de projets qu'on connaît et sur lesquels c'est nécessaire. C'est une proposition qu'on avait portée dans le cadre des municipales, puisque ça s'applique aussi à l'échelle municipale, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'y engager sur la question régionale. Nous, il nous semble aussi qu'en matière de discrimination, en tout cas moi c'est ce que je constate dans mon activité de syndicaliste, le principal problème c'est de s'exprimer sur la discrimination qu'on subit.
Et que bien souvent, alors des gens, par méconnaissance de leurs droits, par méconnaissance des soutiens qu'ils peuvent obtenir, et puis par peur des pressions, parce que c'est quand même essentiellement ça, n'osent pas interpeller une association, un syndicat, ou je ne sais trop quoi. La région, elle a un levier, on est toujours dans la même logique des outils politiques dont on discute pour mettre en place des politiques publiques. Nous sommes, on est dans la période, en plus ça coûte pas grand-chose, mais on a la période de l'Internet, des smartphones, etc. Une plateforme unique qui permettrait de prendre contact, peut-être que les gens puissent interpeller, de manière à faire le lien entre le discriminé et les structures aptes à l'aider, à l'accompagner, etc. C'est quelque chose de nécessaire. Et la région, elle a des compétences dans les lycées et dans les transports ferroviaires, enfin dans les transports collectifs régionaux. Avec ça, on touche la moitié de la population rhône-alpine. Donc, si on avait une mise en place de cette plateforme, encore une fois, je le dis, là pour le coup, ça coûte que dalle, et une vraie politique de porter à connaissance ces choses-là, il nous semble que ça peut permettre aussi à la fois d'aider les gens qui sont dans la difficulté, puis aussi d'installer une espèce de... Voilà, que les gens qui discriminent et les gens qui sont en situation de faire pression sur d'autres sentent une espèce d'inversion de la pression, quoi. Bon, voilà. C'est des choses anecdotiques. Il y a déjà des trucs qui existent d'ailleurs, mais c'est probablement pas suffisamment centralisé et généraliste. Et puis il y a un élément sur lequel nous on est très alors c'est pareil, c'est du domaine symbolique, mais le soutien aux sans-papiers, l'accompagnement des sans-papiers, il y a eu des décisions du Conseil régional sur le sujet. Nous on est vraiment farouchement motivés pour qu'on s'implique là-dessus, pour poursuivre l'accompagnement des sans-papiers. Il y a des parrainages, il y a tout un tas de choses, des aides techniques. Vraiment, ça, c'est quelque chose... Voilà, encore une fois, on n'est pas forcément toujours dans la compétence, mais à un moment donné, on a des outils politiques. Les élus politiques ne sont pas simplement que des administrateurs de leur collectivité, c'est aussi des représentants du peuple. Vous voyez les mots. Et à ce titre-là, il faut qu'ils fassent valoir leur rôle sur des sujets qui ne les concernent pas forcément directement dans leur gestion, mais sur lesquels ils vont s'exprimer au nom du peuple. Et il nous semble que sur la question des sans-papiers, alors bon, je partage aussi la question du droit de vote des étrangers, etc. Il faut que la région serve aussi de projecteur sur ces sujets-là. Je vous remercie. Alors, est-ce que je vais vous lever? Je ne sais pas si elle est ou pas, je ne sais pas si... Oui. Oui, donc moi je m'appelle Amélie Dan, je suis responsable d'une association qui appartient à un gros mouvement, mais qui est une petite association qui s'appelle les Waves Connect. Et du coup, c'était des questions, pour le coup, hyper concrètes, questions ou remarques, je ne sais pas, sur les financements. Il y avait deux choses auxquelles je pensais. Les projets pluriannuels, c'est top, mais je sais que nous, on est tout petit, et du coup, au niveau de la projection, finalement, ça peut être aussi bien pour garder les deux, en fait. Parce que du coup, pour la visibilité, j'espère que dans 2 ans, on en fera un pluriannuel avec un projet sur 3 ans. Et la deuxième, c'est un truc de lisibilité. Donc, du coup, là, on est sur les... Enfin, moi, en tout cas, je suis sur les premiers. Et du coup, il y a aussi une question sur les financements existants. Alors, sans avoir une vision globale de tout ce qui est mis en place, mais c'est vrai que des fois, on est là, ok, est-ce que les 5 000, on est complètement à côté? Est-ce qu'on peut demander 25 000? Enfin, il y a quand même une notion de ce qui existe et de ce qui pourrait être à disposition qui est un peu abstrait. C'est pas pour tout le monde. On a des choses. Les deux questions. On fait les questions. Donc Loïc Gauche, je suis militant à la mobilité. Moi, rapidement sur les sans-papiers, je suis complètement, et aussi effectivement, de la même manière, c'est pas une compétence de la région, mais ça pouvait être une solution politique comme la PMA ou la droit de l'étranger, de soutenir dans toutes les politiques régionales le soutien aux sans-papiers, que ce soit dans les lycées, dans les FR, ou les structures de la région qui pourra aider donc, à lutter contre la précarité notamment. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans leur situation. Sinon, ça serait rebondir sur la plateforme que vous proposez sur la lutte contre la discrimination. Justement, Agir pour l'égalité, on en fait l'association SOS Racisme est en train d'évoluer sur l'ensemble des critères de discrimination, justement parce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à travailler de manière transversale sur ces sujets, et notamment face à nos opposants, parce que le moyen de lutter contre des sorales qui sont antiracistes, mais contre les juifs et contre les femmes, qui sont pour les femmes volées, mais contre
d'autres contre les juifs notamment, et les femmes non voilées, etc. On a aussi ce cas-là sur Daesh. C'est important, nous, d'avoir une réponse en face, de dire on est pour le combat pour l'égalité, mais pas à la carte. On ne choisit pas le critère qu'on défend, et on doit donc unir ces critères-là. Un de ces moyens, c'est bien sûr les permanences juridiques, l'accompagnement des victimes de discrimination. Alors, on en parle beaucoup, mais on en voit peu. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont victimes de discrimination. Et ensuite, parce que c'est difficile à démontrer directement. Alors, il y a des méthodes, certaines ont été médiatisées, notamment par Express Racisme, c'est le testing. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend du travail. Et comme vous disiez tout à l'heure, les victimes en général viennent une première fois pour monter un dossier, puis après pour revenir une deuxième fois, pour lancer une procédure judiciaire qui va durer 3 ans, pour à la fin gagner 500 €. Forcément, c'est pas très valorisant, ça donne pas envie. Donc il y a un vrai besoin de soutenir ces permanences juridiques, des services contentieux avec des experts juridiques qui ne sont pas forcément que des bénévoles et qui permettront justement d'arriver à réduire ces inégalités concrètement. C'est aussi dans la structure publique, à l'OPAC, pour ceux qui ne le savent pas, à Saint-Étienne, l'OPAC de Saint-Étienne qui est un OPAC public, il y a 10 ans, fichait ethniquement les gens avec des couleurs et distribuait les logements, il y en avait 10 000 à peu près, en fonction de la couleur des lois. Donc on a des tableaux par appartement en disant les bleus c'était pour les noirs, les verts c'était pour les arabes, les blancs pour les blancs. La plupart des logements de centre-ville étaient tous blancs et la plupart des logements dans les quartiers populaires étaient à 100% verts. Bizarrement, il y avait plus de bleu. Alors, je ne sais pas s'ils se trompaient dans le codage des couleurs. Je ne sais pas comment ils fonctionnaient. Mais voilà la réalité. Ce n'est pas que des méchants discriminants privés, c'est aussi des méchants discriminants publics, puis c'est aussi des gens qui pratiquent des discriminations sans le savoir. Donc, on souhaiterait demander le financement d'une permanence juridique par département, sur les différentes thématiques. Alors, il y a plein de questions. Je vais commencer par vous répondre. Bon, c'est vrai que sur la délibération sans papier, j'avais oublié d'en parler. On a, là aussi, c'est vraiment quelque chose de la majorité, on a créé une plaquette pour l'accès aux droits de l'ensemble de tous les jeunes qui sont en formation. C'est effectivement quelque chose qui a été porté par le groupe du Front de Gauche. C'est très important, c'est une plaquette qui reprend l'ensemble des informations autour des jeunes en formation. La région s'est positionnée effectivement par le parrainage républicain, mais aussi par le financement de ces plaquettes, pour dire qu'effectivement le droit à l'éducation est un droit inaliénable et qu'on ne peut pas aujourd'hui venir arrêter quelqu'un qui serait effectivement dans le cadre des formations. Sur les appels à projets et les financements des associations. Je regardais mon chiffre, c'est pour ça que 480 millions d'euros par an. Voilà ce qu'on verse aux associations en Rhône-Alpes aujourd'hui. Alors, ça passe par, au final, toutes les délégations. Et je comprends tout à fait parfois votre désarroi face à nos 25 appels à projets différents pour siéger dans beaucoup de ces comités de sélection d'appels à projets. Je sais aussi parfois qu'on perd de l'énergie, qu'on perd peut-être du temps. Après, il est très important qu'on puisse aussi avoir un appel à projet autour de la lutte contre les discriminations, un appel à projet autour d'égalité femmes-hommes, un appel à projet autour du citoyen des jeunes. Mais je pense qu'on aurait peut-être, sur le prochain mandat en tout cas, à réfléchir sur comment est-ce qu'on le fait mieux pour que vous aussi vous soyez moins perdus au moment où vous remplissez nos fameux dossiers. Les sommes aussi que vous demandez, les sommes, il y a quelque chose qui est important, c'est vrai qu'ici vous êtes à Lyon, mais la région a mis en place des antennes, des espaces Rhône-Alpes dans tous les départements pour que les gens puissent aussi avoir un interlocuteur, qu'on soit en Ardèche ou dans la Loire. Les espaces Rhône-Alpes sont aussi là pour aider justement, notamment les partenaires associatifs, à savoir quel est le dispositif le plus adapté et aider aussi à remplir effectivement ces fameux dossiers. On a tout le soutien qu'on fait à Savara, le soutien à la vie associative en Rhône-Alpes, qui permet aussi cet accompagnement autour des financements de la région. C'est quel réseau Emmaüs Connect? Vous dites faire partie d'un grand réseau? Emmaüs. Ouais, d'accord, c'est Emmaüs Connect. Donc, vous n'avez pas un réseau au-dessus, donc vous seriez membre. Voilà. Du coup, vraiment, j'en parlais tout à l'heure effectivement avec le mouvement, avec la représentant du mouvement associatif. Je crois qu'on a aussi à travailler ensemble au début de ce mandat sur
entendre vos retours sur l'ensemble de ce que nous avons fait autour de ces conventions pluriannuelles, de ces différents dispositifs. Il existe encore ces appels à projets. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à garder pour les associations des financements qui puissent être sur de l'expérimentation, sur des projets pendant 6 mois et à la fois qu'on structure, notamment sur les grands réseaux, par des conventions pluriannuelles. Mais voilà, comme quoi c'est difficile à l'échelle effectivement de la région et notamment de la future région Auvergne-Rhône-Alpes de trouver les dispositifs qui peuvent convenir à vos associations qui sont très différentes, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes besoins entre une accorderie avec 100 salariés et puis une grosse association départementale qui gère 300 salariés. Il faut aussi qu'on on trouve les moyens d'être à vos côtés en trouvant les moyens adaptés. Voilà. Je m'arrête là, je sais plus quelle est la conclusion. Alors, sur la question de la durée du projet, un peu le plus que le moins, en même temps, le fonctionnement de la région, déjà, et je pense que ce serait le cas dans les projets pluriannuels, c'est pas d'obliger à ce que le projet soit pluriannuel. S'il s'arrête au bout d'un an, les financements de la deuxième et la troisième année ne tombent pas. Cela dit, s'il est lancé et qu'il fonctionne et qu'il veut perdurer, on a comme ça la sécurité de ne pas être obligé de recommencer à poser le projet le même l'année suivante. C'est ça un peu l'intérêt, qui peut plus que vraiment moins. Sur les permanences juridiques, pour moi, alors ça relève complètement des projets des associations et je suis complètement là-dessus. Mais par rapport à tout ce qui a été dit sur la complexité, sur les documents qu'on demande, etc., moi j'ai, et sur les sans papier, le soutien aux lycéens sans papier, là je suis désolé, on va peut-être faire un petit peu, non pas polémique, parce qu'on est des gens bien, mais montrer quand même un certain nombre de désaccords. La délibération sur le soutien aux lycéens sans papier, elle a été prise en 2010 ou en 2011, si mes souvenirs sont bons. La plaquette, elle a abouti en 2015. Ça a été particulièrement long pour que la délibération qu'on a prise et qu'effectivement les collègues du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts en soutenaient, rentrent en action et soient traduites par des actes. Donc il y a un moment, il ne suffit pas seulement de prendre des délibérations, l'action est aussi importante et on a des freins, y compris politiques, sur des actions importantes comme celle-ci. Et puis sur la question des documents qu'on vous demande, c'est vrai que c'est compliqué. Et en même temps, il y a des fois on arrive à faire très simple. Mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Vous avez peut-être entendu parler d'une affaire ces derniers mois, ça fait 1 an et demi qu'elle est sortie dans la presse, une grosse association à qui la région, depuis des années et des années, donne beaucoup d'argent. Et depuis 2011, qu'elle était en cessation de paiement, la région a donné entre 7 et 10 millions d'euros par an. Cette association, puisque c'est une association qui avait 200 salariés, comme par enchantement, elle ne fournissait quasiment aucun document, puisque moi, ça fait 1 an et demi que je réclame ces documents, que j'ai saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, etc., et que je n'arrive pas à avoir même le bilan social de l'association chaque année. Ce qui est quand même tout bête. J'ai eu celui de fin 2014 qui m'a permis de découvrir que le directeur général de l'association s'octroyait 140 000 € de salaire annuel. Voilà. Donc je pense qu'on peut parfois faire simple, y compris pour des très grosses sommes, et je comprends que ce soit particulièrement insupportable quand on demande 2 000 ou 5 000 €, que ce soit extrêmement compliqué. Voilà. Monsieur Brun, est-ce que vous voulez conclure? Alors, moi, pareil, on va pas redire tout ce sur quoi on est d'accord, parce que ça a peu d'intérêt. Sur la question du droit, nous on est vraiment très motivés sur d'abord sur la question du service public qui peut représenter un outil pour tout un tas de politiques publiques. En matière de droit, il y a un certain nombre de collectivités qui mettent en place des maisons de justice et du droit. Ça peut techniquement être des outils, encore une fois, sur lesquels qu'on ouvrirait pour des interventions associatives, voire même qui pourraient être des relais entre l'association centrale, on va dire, et puis la maison de justice et du droit local. Je pense qu'on a besoin de penser, de réfléchir les choses comme ça, parce que sinon, chacun va y aller de son projet, donc des permanences juridiques contre la discrimination, permanence juridique sur le droit syndical, permanence juridique, etc. Et chacun travaillera dos à dos. Alors je pense que pour le coup, sur ces questions-là, on a vraiment intérêt, comme sur les questions de santé, comme sur un certain nombre de questions, à avoir des lieux de convergence. Parce que vous êtes discriminé dans le travail pour des questions d'heures sup ou de choses comme ça, vous débarquez dans la maison de justice et du droit, s'il y a des éléments sur une permanence par rapport à la discrimination
sur l'identité de genre ou que sais-je, peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il n'y a pas que sur les heures supplémentaires qu'il faut vous battre. Et ces croisements-là me paraissent absolument indispensables. Alors là, on est encore assez éloigné des compétences régionales, mais on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on pense la société. On ne se borne pas à penser la société dans le palais de la région, quoi. Voilà, c'est palais de la région, maison régionale, je ne sais pas comment on l'appelle. L'hôtel de région. L'hôtel de région. Qui n'a rien Ensuite, à palais. Qui n'a rien à palais, enfin, belle maison. Bel hôtel. Sur l'aspect du droit, on a aussi un certain nombre de choses qui sont, encore une fois, alors je sais qu'on n'est pas dans le cadre d'une élection nationale, mais néanmoins, beaucoup des leviers sont quand même des leviers nationaux. Il y a eu récemment une loi qui a été proposée sur les actions collectives. Typiquement, quand on est victime de discrimination, alors moi je connais ça sous l'angle discrimination syndicale plus particulièrement, mais quand on est victime de discrimination, il y a peu de chances qu'on soit seul à être victime de discrimination, notamment dans les grandes entreprises, dans les grandes structures. Les actions collectives étaient jusqu'à présent impossibles en France. Maintenant, elles vont peut-être un jour devenir à peu près possibles. Cécile Cukierman, dans le cadre de son mandat, qui n'a pas son mandat régional mais son mandat national, a défendu le fait que les actions collectives ne pouvaient pas se limiter uniquement aux préjudices matériels, mais aussi être étendues aux préjudices moraux. Parce que mener des actions collectives, c'est bien. Si c'est pour aboutir à des condamnations qui sont ridicules, ça n'a strictement aucun intérêt. Et dans le cadre des discriminations, il me semble que de la lutte contre les discriminations, l'intégration dans ces actions collectives du préjudice moral est un élément absolument vital. Alors, je ne sais pas précisément où on est le processus parlementaire, ça fait un an que les premières... je crois que c'est passé au Sénat, donc l'avis de la suite, je ne sais pas où c'est, mais on est aussi dépendant de ça. C'est-à-dire qu'on peut créer des structures locales, n'empêche que c'est sur l'ensemble de la sphère politique qu'on a besoin d'intervenir, et les choses sont liées les unes aux autres. Donc oui, on vote pour la région, on vote pour un projet pour la région, on vote pour des arbitrages sur la région, on vote pour des choix sur la région, mais on vote aussi pour un projet de société, malgré tout, dans lequel, sans ça, c'est difficile de mener une politique régionale. La région y est confrontée tous les jours sur la question des transports, si vous ne posez pas la question du contrat de plan État-région, dont le préfet détient les clés, et où il y a eu des rapports de force d'ailleurs, sur le dernier, vous êtes à côté de la plaque, parce que vous pourrez faire que des choses assez réduites. Il y a un certain nombre de domaines comme ça sur lesquels il faut impérativement élargir. Hein, c'est comme en rédaction au lycée, à la fin il faut élargir sur la conclusion. Merci beaucoup. Alors, en parlant de domaine,